Vendredi 28 août, vous êtes sur ANC Première, il est 19h30, l'heure de votre journal local et régional. À la une de l'actualité ce soir, poursuite de la médiation dans le conflit des rouleurs. Au 24e jour, une nouvelle réunion entre toutes les parties se déroule en ce moment au Haut-Commissariat. Nous ferons le point dans ce journal. Les cérémonies de commémoration à la mémoire du grand chef Ataï, le comité de gestion pays a validé la date de la cérémonie du souvenir. Elle se tiendra le 19 septembre à Saramea. La 8e édition de la fête du Santal et du miel à Lifou, sculptures en bois, bijoux, parfums et stands d'apiculteurs sont au rendez-vous, comme les nombreux touristes hébergés chez l'habitant. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dernière ligne droite pour les rouleurs. Depuis 16 heures, rouleurs et mineurs sont entrés en négociation avec le président du gouvernement en présence du médiateur et du haut-commissaire. À cette heure, la réunion se poursuit à la résidence. Elle pourrait, dit-on, s'achever tard dans la soirée. Olivier Jonnemann et Claude Lindor. En début d'après-midi, l'ambiance paraissait détendue baie de la Moselle. Les rouleurs s'attendaient à une sortie de conflit, certains espéraient même rentrer chez eux ce week-end. 14h, les mineurs arrivent les premiers à la résidence du haut-commissaire. Un quart d'heure plus tard, ils seront rejoints par le médiateur, Daniel Goua, qui ne fera aucun commentaire sur la médiation en cours. 15h, les rouleurs se font attendre, ils sont en discussion avec des administrateurs de la SMSP pour évoquer la situation des rouleurs de Waco. 15h30, les rouleurs remontent à pied le chemin de la résidence. La rencontre avec la SMSP s'est bien passée. Les contracteurs miniers sont optimistes quant à l'issue des négociations. On est confiant. De toute façon, comme nous, on est déterminés. Ça, il faut bien le dire, on est déterminés. C'est la dernière ligne droite. C'est soit qu'on y arrive, soit qu'on meurt. Un quart d'heure plus tard, le président du gouvernement et ses conseillers sont là. La réunion peut commencer. Elle pourrait perdurer une partie de la nuit. La question des exportations des latérites vers la Chine devrait être âprement discutée. Et nous retrouvons en direct depuis le Haut-Commissariat Olivier Jonnemann et Claude Lindor. Olivier, que peut-on dire à l'heure où nous parlons ? Et en vérité, Alexandre, on ne peut pas dire grand-chose à l'heure où nous parlons, puisque depuis que cette réunion a commencé à la résidence du haut-commissaire à huis clos, eh bien, rien n'a filtré de cette réunion. C'est une réunion dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est la réunion de la dernière chance. Vous avez entendu Max Fouché le dire aussi, c'est la dernière ligne droite pour les rouleurs. Mais il n'est absolument pas certain que ce soir soit signé un protocole d'accord. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il reste cette épineuse question de l'exportation des latérites vers la Chine sur laquelle personne ne s'accorde. Simplement pour vous dire que c'est une question essentielle et qui n'est absolument pas résolue, car encore à midi, sur notre antenne, sur Radio Nouvelle-Calédonie, Nathalie Délé animait un débat sur le sujet et aussi bien Philippe Gomez que Jean-Pierre Chaouet ont réitéré formellement leur opposition à cette question des exportations de latérites vers la Chine. Donc vous voyez, rien n'est réglé. Et a priori, on peut s'attendre à ce que rien ne soit réglé, sauf, bien sûr, si la nuit porte conseil aux participants à cette négociation. Qui sait, tout est possible. Merci Olivier pour toutes ces précisions. En bref, le comité de coordination de la mobilisation pour la doctrine nickel annonce dans un communiqué que les actions devant les sites miniers vont se poursuivre de manière non violente jusqu'à la fin du conflit des rouleurs. Notre chiffre du jour à présent, 26 milliards 172 millions de francs. Il concerne le budget supplémentaire 2015 de la Nouvelle-Calédonie. Calédonie Ensemble, les Républicains, le groupe uni, les élus de l'UCF ont voté le budget supplémentaire, à l'exception du groupe UCF, LNKS et nationalistes qui se sont abstenus et demandent la mise en œuvre de la réforme fiscale. Dans l'actualité aussi, vous le savez, Anthony Lecrin a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse. Il a fait appel de cette décision de justice, mais hier, le président du gouvernement, Philippe Germain, a demandé à Anthony Lecrin de lui remettre sa démission. Alors justement, Bernard Lassos, que disent les textes à ce sujet ? Il n'existe aucun texte donnant pouvoir à Philippe Germain, président du gouvernement, de démissionner un de ses membres, Anthony Lecrin en l'occurrence. La loi organique prévoit seulement qu'un membre du gouvernement peut démissionner de sa propre initiative ou à la demande de son groupe politique, en l'espèce le groupe UCF, LNKS et nationalistes. Bien sûr, rien n'interdit Philippe Germain de demander à Anthony Lecrin de démissionner
avec le risque d'essuyer un refus, d'autant que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel n'est assortie d'aucune peine d'inéligibilité. Reste la question de fond, cette récidive pour conduite en état d'ivresse et la condamnation à 2 mois de prison avec sursis est-elle compatible avec les responsabilités d'Anthony Lecrin au gouvernement? Là-dessus, chacun peut avoir son avis, mais dans un esprit de collégialité auquel est soumis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une telle demande aurait pu émaner de l'ensemble de ses membres. On peut donc s'interroger sur le sens de cette démarche. Un courrier à l'intéressé immédiatement rendu public. On peut s'interroger aussi sur la rapidité de réaction de Philippe Germain et le calendrier dans lequel elle s'inscrit, à savoir les relations tendues entre les élus de Calédonie Ensemble et une partie de l'Union calédonienne au milieu d'un conflit social qui divise la classe politique. Merci Bernard. Un mort au Wentoro, un jeune de 16 ans a chuté dans la montée du Wentoro après avoir perdu le contrôle de son cyclomoteur cet après-midi. Malgré l'intervention des secours que vous voyez sur ces images et une demi-heure de massage cardiaque, le jeune Nouméen est décédé sur place. La police va entendre les témoins afin de déterminer l'origine de ce drame. Et puis à noter ce fait divers en marge de la mobilisation des rouleurs hier soir vers 21h45 à Nouméa, un individu qui, selon la police, n'a rien à voir avec le conflit en cours, a tiré une fusée de détresse sur la façade du gouvernement. Après avoir rebondi sur le mur, l'engin a explosé au pied d'un agent de police qui a été légèrement blessé. Les cérémonies de commémoration à la mémoire du grand chef Ataï à présent et le comité de gestion pays qui a validé la date de la cérémonie du souvenir. On le sait désormais, elle se tiendra à Saramea le 19 septembre. Thérèse Waya et Michel Bouillet. Le 19 septembre, à la tribu de Petit Coulis dans la commune de Saramea, aura lieu la cérémonie commémorative à la mémoire du grand chef Ataï et de son compagnon. La date a été arrêtée par le comité de gestion pays qui a tenu sa première réunion au Sénat coutumier. Cette instance a également adopté les grandes lignes et le calendrier du projet culturel. La philosophie de ce projet repose sur cette idée que la révolte de 1878 fait partie de l'histoire commune. Et assumer et partager cette histoire passe par une réconciliation. Le sens qu'en donnait à cette cérémonie, qui se veut autour de l'arbre, symboliser le rassemblement de l'ensemble du pays, pour quelle que soit la branche de laquelle on vient ou de la racine de laquelle on provient, on puisse apporter aussi sa pierre, apporter sa sève, je dirais, pour qu'on puisse mener à bien ce projet de réconciliation. La cérémonie du 19 septembre sera une journée de partage et une occasion pour toutes les communautés de s'exprimer autour d'un boîte à bout. Mais avant cette manifestation, le Sénat a tenu à préciser qu'il n'avait pas invité l'humoriste Dieudonné. Il n'a pas été invité par le Sénat coutumier, il n'a pas été invité par le comité gestion pays mis en place pour faire justement ce travail. Donc il appartient maintenant à la Fondation Ataï s'il invite l'artiste qui prendra toutes ses responsabilités. En tout cas, ce n'est pas une invitation officielle du Sénat coutumier. Le projet culturel Ataï prend forme. Le gouvernement a mis à la disposition du comité mémoriel 29 hectares situés entre les communes de Farino et de La Foix. Un site funéraire y sera aménagé, un lieu de mémoire dont l'inauguration est prévue en septembre 2017. La première assemblée de la jeunesse organisée par la province sud, elle doit mettre en œuvre 6 mesures phares. Différents objectifs sont fixés: prévenir la récidive de la petite délinquance, encourager les activités extrascolaires et favoriser la réussite. Le point avec Natacha Cognard et Hélène Grimaud. 14 milliards de francs CFP, c'est le budget annuel de la province sud dédié à la jeunesse. Afin d'améliorer les dispositifs déjà existants, 3 objectifs sont proposés. Premièrement, lutter contre la récidive de la petite délinquance, avec des lieux d'accueil pour les personnes condamnées à des peines alternatives ou encore des centres éducatifs fermés. L'objectif, éviter la prison ferme et faciliter l'insertion sociale. Deuxième point, encourager les activités extrascolaires. Pour les sportifs, 1800 boursiers et 200 jeunes sous protection judiciaire devraient bénéficier d'une licence, de quoi se dépenser physiquement à petit prix.
Quant au centre d'activité nautique, les prix devraient diminuer pour le jeune public. Troisième point abordé par l'Assemblée provinciale de la jeunesse, la relance de la convention entre l'État, les 3 provinces, la Maison de la Nouvelle-Calédonie et l'Institut d'études politiques de Paris. 8 places de mieux pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle se place au deuxième rang des universités d'outre-mer, mais à la 66e place au plan national. Caroline Antich-Martin et Sylvie Méhoun. Ces étudiants calédoniens ont-ils plus de chances de réussir que leurs prédécesseurs? Peut-être bien. Selon le classement annuel établi par l'étudiant à partir des chiffres fournis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ou du moins le taux de réussite en licence en 3 ans, progresse de 8 places. Pour Gaël Lagadec, ce bon résultat s'explique en partie par le campus unique. Il y a un faisceau d'indices, un faisceau d'explications, et notamment les conditions d'études sur le campus unique, qui est un campus unique depuis que Nouville et Magenta ont été réunis sur le campus de Nouville, avec les résidences étudiantes, la capacité à faire des études sur place sur le campus, à éviter les longs transports en commun, etc. Je pense que c'est tout cela qui peut concourir à cette amélioration dans ce classement. Si les dirigeants de l'UNC se félicitent de cette progression qui la place désormais au 2e rang des universités ultramarines, mais au 66e rang des 74 universités françaises, ils relativisent cette bonne nouvelle. Pour eux, ce classement purement quantitatif est incomplet, voire inadapté à la Nouvelle-Calédonie. La problématique de la réussite à 3 ans, elle pénalise mécaniquement l'université par le calendrier austral. Et les jeunes qui s'inscrivent pour faire 6 mois ou un peu moins à l'université avant de poursuivre ailleurs, souvent en métropole, à la rentrée de septembre. Ceux-là sont chez nous en échec, alors qu'en général, ils ont un projet personnel et d'études qui est mûri et ils réussissent quand ils partent poursuivre leurs études ailleurs. Donc il y a là un biais qui nous défavorise. C'est pour ça que ce classement nous semble peu pertinent. Peu pertinent et sans grande incidence sur la popularité de l'UNC, l'Université de Nouville a enregistré 15% d'inscriptions supplémentaires en 2015. En bref, à noter dans l'actualité judiciaire que le rapporteur public du tribunal administratif a requis une indemnisation de 65 millions de francs pour la société l'huîtrière de Dimbéa. Rappelons que l'ostréiculteur accuse la province sud d'être responsable d'une pollution de la rivière à l'origine de la mort de ses huîtres. Direction les îles et Lifou avec la 8e édition de la fête du Santal et du miel. Elle s'est ouverte hier sur le site touristique d'Easso. Mais c'est aujourd'hui que les stands artisanaux de sculpture sur bois, bijoux et parfums ont été achalandés. L'association des apiculteurs de Lifou a apporté sa production de miel. De nombreux touristes sont attendus et sont accueillis et hébergés chez l'habitant ou dans les gîtes locaux. Les images sont de Michel Bouillet. Et parmi les stands artisanaux présents, il y a celui du collectif des sculpteurs de Natalo. Nadine Guapana et Michel Bouillet vous proposent de rencontrer Kojoué Siazé. Il fait office de référence en matière de sculpture. Isolé à quelques mètres de la pleine forêt, se trouve l'atelier de sculpture de Kojoué Siazé. Passionné par le dessin dès son plus jeune âge, c'est tout naturellement qu'il s'oriente vers la sculpture sur bois, avec pour modèle ses frères aînés. Ces 15 dernières années, Kojoué a affûté son art, délaissant son canif pour des ciseaux à bois. Il est devenu une référence dans sa tribu de Nathalo, chef-lieu du district du Wedge. Je dis aux jeunes tout ça que la sculpture, c'est comme si c'est un métier comme tous les autres métiers. On peut gagner notre vie avec. Des fois, il y a des jeunes qui ne veulent pas descendre sur la grande terre pour chercher du travail. Moi, je leur propose la sculpture. Le santal, le bois de rose, le tamanou ou encore le gaillac n'ont aucun secret pour ses mains habiles. Derrière son établi, son stock de bois de santal. Ici, il vieillit comme du bon vin. Quand on débrousse les champs ici, on tombe sur des pieds de santal. Moi, je les récupère pour ici à la maison. Et voilà, les plus vieux santals qui sont là, ils sont là depuis 2008. Ceux qui sont en dessous du tas. Là. Et pourquoi les laisser aussi longtemps comme ça? Plus le santal il reste longtemps sec, et plus il devient fort en odeur.
Sur le site touristique de Easo, qui accueille la 8e édition de la fête du santal et du miel, est posé à même le sol cet énorme tronc d'arbre. Kojue et son ami sculpteront avec 2 autres jeunes de Nathalo ce bois noble et résistant. Une sculpture destinée à marquer les 20 ans du tourisme de croisière initié par le grand chef Paul Clément Siazé en 1995. Ce bois-là, il est surtout utilisé pour les cases des grands chefs. Comme c'est un bois noble, on va chercher très loin sur les falaises. C'est très risqué aussi pour aller là-bas. Mais voilà, on l'utilise pour ça. Et la sculpture, on a décidé de prendre ce bois-là pour aujourd'hui parce que c'est quand même symbolique aussi la fête qu'on fait là. On a voulu faire le bateau des croisiéristes dessus avec les totems des gens d'ici s'ils veulent bien, quoi. Mettre ainsi leur talent pour réaliser cette œuvre de plus de 5 mètres en l'honneur des 20 ans du tourisme de croisière célébré ce dimanche à Easo est un grand honneur pour ces jeunes, une reconnaissance de leurs aînés du district du Wedge. En bref, les sports avec tout d'abord ces très belles performances pour Frédéric Patané aux Jeux mondiaux des transplantés. 2 médailles d'or pour le Calédonien qui remporte le 50 mètres papillon et le 100 mètres brasse, des Jeux qui se déroulent actuellement à Mar del Plata en Argentine. Sport toujours avec la méga rando, saison 12, ce sera ce dimanche à Pau-Creux près de la Foix. Plus de 1460 vététistes inscrits, c'est un nouveau record de participation. Côté animation, 4 invités champions de BMX sont arrivés et ils ont proposé ce matin à Nouméa un avant-goût de leurs prestations. Éric Dufour et Cédric Michaud. Deux Australiens, un Kiwi et un Américain invités par l'association VTT Passion pour l'animation du village de la méga rando. Ne vous fiez pas à leur look d'adolescents attardés, ce sont des professionnels aussi à l'aise sur le béton du skatepark de Sainte-Marie qu'ils le seront dimanche sur la terre à Pau-Creux. Ils y ont réalisé une énorme bosse sur laquelle ils exécuteront ce type de figure. Des invités prestigieux pour la grande fête du VTT dont le succès se mesure aujourd'hui avec près de 1500 participants. On peut adapter en fait les parcours effectivement à chacun. Je crois que c'est ça que les gens apprécient, c'est que du premier qui va faire la méga 50 en 3 heures ou à celui qui va faire sa petite méga 13 tranquille pendant 1 heure ou 2, je pense que le succès de la méga rando, c'est avant tout une offre diversifiée pour tous les publics, du grand champion au petit gamin qui a 6 ans et qui commence la méga kids. Nous avons une rampe de saut de plus de 3 mètres et nous allons essayer de faire les meilleures figures possibles. Ce seront des backflips, des front flips, des 360, tail whip, Superman et autres. On veut simplement partager un bon moment avec le public et avec les copains. Au cœur des différents parcours de VTT pour les familles ou les élites, le BMX animera le grand village cycliste toute la journée sur un site magnifique et sécurisé. Premier départ dimanche à 7h pour le 50 km dans un contexte sportif mais avant tout convivial. C'est la fin de cette édition. À retenir dans l'actualité, poursuite de la médiation dans le conflit des rouleurs. Au 24e jour, une nouvelle réunion entre toutes les parties se déroule en ce moment au Haut-Commissariat. À suivre sur NC Première, un film tiré d'une histoire vraie, Empire State. Nous, on se retrouve demain. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.